C'est toujours un réel plaisir, ma belle téléspectateur, de savoir que vous êtes très nombreux à suivre ce magazine. Ça fait débat, nous sommes là bien au rendez-vous pour vous tenir compagnie, mais également réfléchir sur l'actualité politique de l'heure en République démocratique du Congo. Les yeux sont rivés vers un dialogue inclusif. Oui, cette thèse se conforte de plus en plus, mais la grande question c'est sous quel format, qui vont y prendre part, et oui, qui va également jouer ce grand rôle. On continuera à compter sur Lorenzo. Évidemment, autour de ces questions, on va en parler ici parce que le contenu, le format pose encore problème pour les politiques. On va en parler ici sur ce plateau avec M. Gérès Sanzala. Bonjour et bienvenue, qui est de la Mouka. Merci, ça a toujours été un plaisir de partager votre plateau. Nous avons également M. Trésor Kalala, allié de l'UDPS. Bonjour et bienvenue. Merci Madame Marlette pour l'invitation. Je salue les débatteurs, les téléspectateurs qui vont nous suivre et plus particulièrement les membres de mon parti politique, Alliance pour les actions de développement du Congo, initiée par l'honorable Adelka Benamouaouka. Comme j'ai l'habitude de le dire, ça a toujours été un plaisir d'être dans sa fait débat. Ici, nous avons la facilité d'atteindre un plus grand nombre. Donc je crois que le débat aura son niveau et que les téléspectateurs ne seront pas déçus par rapport au niveau et à la qualité du débat que nous allons les offrir. Oui, le docteur Kankonda, oui, Tshisekidiste et cadre de l'UDPS. Bonjour et bienvenue à vous. Merci Madame Boutella, ça fait belle lurette qu'on ne s'est pas vu. Exactement. Très bien habillée à l'africaine. Merci beaucoup. Non, je ne suis pas cadre de l'UDPS, je suis allié à l'UDPS. Je suis Tshisekidiste. Moi-même, le pari coché du chef de l'État. Bon, c'est un plaisir de retrouver ces beaux plateaux depuis belle lurette. Je profite de l'occasion pour saluer exceptionnellement l'église Vie Nouvelle qui a perdu l'un de ses pasteurs. Et puis célébrer aussi la naissance d'une petite qui venait de naître, la petite demoiselle Lemba Anaya. Merci. Et évidemment, les téléspectateurs, nous aurons également ici sur ce plateau M. Olivier Sambaï du Cercle Axiologique comme analyste indépendant. Bienvenue à tous et aimables téléspectateurs. Plus de 50 minutes de débat, d'actualité avec patriotisme et également avec élégance. Aujourd'hui, la grande question, c'est justement l'inclusivité du dialogue. Lorsqu'on parle inclusivité, qu'est-ce que vous sous-entendez ? Merci Madame Boutella. Bon, au fait, moi je pensais qu'on devait d'abord circonscrire pourquoi nous voudrions nous dialoguer, parce que moi j'attends les autres, surtout nos amis de l'UDPS, ils nous disent que pourquoi doit-on dialoguer, est-ce qu'il y a crise, il n'y a pas crise, pourquoi? Et à ce moment-là, on va, si vous voulez, répondre maintenant formellement, pourquoi l'inclusivité, qui doit participer, ainsi de suite. Nous disons ceci, Madame Boutella. Nous devons discuter, dialoguer, parce qu'il y a un problème. Le pays a un problème. Le pays est confronté à une crise multiforme en interne, bien entendu. Aussi, au niveau de l'extérieur. Donc, il y a des multinationales qui essaient d'utiliser le Rwanda pour essayer de balkaniser le pays. Donc, les narratifs chez nous à l'ECD, nous disons non à la balkanisation du pays. Donc, nous avons dit au président Tshisekedi que la crise qui sévit notre pays a des dimensions au niveau externe, comme je viens de le rappeler, les multinationales. Au niveau interne, pourquoi? Parce que nous considérons que la qualité des institutions, nous faisons face à des institutions qui sont totalement illégitimes. Nous remarquons encore ces institutions, malgré le fait qu'elles soient illégitimes, mais elles gouvernent à vie, elles naviguent à vie, plongées totalement dans les détournements, l'impunité, le clientélisme, le tribalisme. Et aussi, le pays fait face à un voisin qui a des visées expansionnistes, mais nous avons une armée qui est totalement faible. Donc voilà toutes ces questions, évidemment les sociétés des Congolais aussi, parce que nous disons nous avons des richesses potentiellement riches, paradoxalement nous avons un peuple qui est très pauvre. Toutes ces questions, nous entendons que lorsqu'on va se retrouver autour d'une table, nous allons aborder. Et maintenant, je voudrais aborder avec vous l'inclusivité. Qui doit participer? Les partis en conflit sont connus. Évidemment, nous, de l'ECD, nous considérons
que nous devons prendre à ces discussions parce que nous sommes, via le président Martin Fayoulou, des acteurs majeurs qui avons certainement des choses à mettre sur la table qui vont faire avancer des discussions. Nous considérons aussi que les clans Kabila, le fait qu'ils ont quand même dirigé le pays pendant plus de 18 ans, et ils ont des choses à discuter. Et aussi, il faut le rappeler sur ces plateaux, le président Tshisekedi avec le président Joseph Kabila, ils avaient montré un exemple au niveau africain qu'un président sortant pouvait bien vivre en harmonie avec l'Antra, mais malheureusement, les conflits là, nous, on ne comprend pas pourquoi ça ne marche pas. Le clan Kabila dit souvent que M. Tshisekedi ne respecte pas les accords. On aimerait bien qu'on se retrouve autour d'une table pour qu'ils nous disent de quoi est-ce que l'autre ne serait pas en mesure de respecter les accords. Et il y a aussi l'M23 qui a été défait par Kabila, a fait surface. Tshisekedi, via son ministre de l'Intérieur, les avait invités ici. Ils ont logé Kinshasa par l'argent des contribuables congolais. Et à un moment donné, ça n'a pas marché, mais toutes ces questions, on aimerait savoir. Et bien entendu, d'autres forces politiques, même la société civile. Donc, nous voulons l'inclusivité pour que tout celui ou toute celle qui a des éléments à donner, qui fera avancer la République, qui puisse être là. Donc, ce ne serait pas, nous, à décider, comme les gens pensent, que nous serons là pour exiger un partage des responsabilités. Nous ne sommes pas là. Nous considérons que le format constitutionnel devait être l'ordre, doit être garanti. Il n'y aura pas perturbation où le gouvernement ne peut pas nous amener à des schémas extra-constitutionnels. Mais il y a des questions qu'on doit discuter, surtout, madame. Vous savez, dans ces pays, nous avons voulu qu'il y ait une constitution pour que l'accès au pouvoir soit garanti par les élections. Mais rappelez-vous, madame, il n'y a jamais eu d'élection dont les gagnants est proclamé. Donc, nous voulons discuter, il y a une feuille de route à sortir de ces discussions qui mettait la République sur la trajectoire démocratique, la vraie démocratie, les vraies élections, une CENI totalement nette et je pense qu'à ce moment-là, le pays va décoller parce qu'on aura résolu toutes ces questions qui font en sorte que le pays régresse. Est-ce que, M. Kalala, aujourd'hui parler d'un dialogue inclusif et entendre M. Giresse, on se dirait, est-ce que finalement l'opposition ne prend pas cela comme une belle relance pour se ressaisir et rebondir sur d'autres aspects, d'autant plus qu'on parle sécurité, mais on voit également qu'il y a d'autres questions qui semblent évidentes pour l'opposition pour être mis sur la table pendant les discussions. Merci beaucoup, madame. Je vais rebondir quand même sur ce qui venait d'être dit. J'ai entendu le représentant de l'opposition sur ces plateaux parler d'une crise multiforme. Et pour la résoudre, il faudrait un dialogue. Déjà ici, il faut mettre dans la tête des Congolais, dans la tête de l'opinion. Au Congo, il n'existe qu'une seule crise qui est sécuritaire. Nous n'avons pas de crise politique, nous n'avons pas de crise de légitimité. Ici, il y a un seul problème. Nous devons résoudre le problème de l'agression qui nous assiège depuis 30 ans aujourd'hui. Donc, il faut éviter de détourner l'attention de la population par rapport à cette question bien précise. Et d'ajouter, il dit que les institutions sont illégitimes. Donc, dans leur entendement, le dialogue peut légitimer les institutions légalement établies. Ça, c'est une façon de réfléchir. Et ça m'étonne qu'un intellectuel dise sur un plateau comme celui-ci que nous vivons dans un pays où les institutions sont illégitimes, pendant qu'on ignore même le juge qui juge de la légitimité ou de l'illégitimité des institutions. Je crois qu'ici, on fait allusion au président de la République. Le président de la République a été proclamé par la CENI et confirmé par un jugement de la Cour constitutionnelle qui est le juge de la légitimité. Donc, lorsqu'on se veut patriote et que l'on veut diriger le pays demain, on ne peut pas remettre en cause les décisions de la haute juridiction qui est d'ailleurs juge de la légitimité.
On ne remet pas ça en cause parce que demain vous allez diriger, vous serez confirmé par la même juridiction. Il ne suffirait pas qu'un Congolais s'étienne pour dire non, je ne le reconnais pas, que vous n'êtes pas réellement ce que vous êtes. Donc je crois qu'à un certain niveau, nous devons peser nos mots. En sus, les dialogues. Nous ne pouvons pas être contre les dialogues. C'est vrai, l'opposition a des choses à dire. Mais ici, les dialogues, vous avez posé des bonnes questions. C'est avec qui? Et quelles sont les thématiques de ces dialogues? Nous sommes africains, nous sommes bantous. L'arbre à palabre, nous avons grandi avec. Nous ne pouvons pas refuser de dialoguer. Mais c'est quoi la question qui sera mise sur la table et avec qui allons-nous discuter de la question? Ici, il faut reconnaître que nous traversons une crise sécuritaire. Et le vrai dialogue est en train de se passer avec les instigateurs de cette crise. Parce que nul n'ignore que l'insécurité qui traverse la République du Congo est une insécurité importée. C'est une guerre qui nous est imposée. Ici, il n'y a pas de secret. Lorsque l'histoire a commencé, nous tous nous avions vu que c'était les États-Unis, la France, la Grande-Bretagne, les multinationales qui ont activé le Rwanda en utilisant Mouzé Kabila sous prétexte qu'il fallait chasser Mobutu. C'était là la porte d'entrée et nous en souffrons jusqu'aujourd'hui. Donc ici, il n'y a aucun Congolais qui peut se tenir debout pour dire si nous discutons avec lui, nous entendons les troupes rwandaises libèrent le sol congolais. Ou, je ne sais pas, si il y a des Congolais qui ont été à l'origine de cette guerre, ou si nous discutons avec eux, Kagame libère ses troupes sur le territoire du Congo. Donc ici, le problème est à deux niveaux. Nous sommes au niveau de l'international, avec ceux-là qui nous ont imposé cette crise, avec eux nous sommes en train de discuter. À Washington, à Doha, le président a vu tous ces gens-là, les multinationales, les George Soros, les Bill Gates, les Warren Buffett, les Jeff Bezos. Tshisekedi les a vus parce que ce sont eux qui nous ont imposé cette insécurité. Et le vrai dialogue se passe à ce niveau-là. Mais au niveau interne, je ne refuse pas que l'on peut dialoguer, mais nous pouvons dialoguer ici sur des questions purement politiques. Par exemple, sur comment on va gérer l'après 2028. Comment nous pouvons... Comment discuter sur la loi électorale? Gérer l'après 2028, c'est-à-dire? Effectivement, mais c'est un problème très sérieux. C'est une question qui doit être au débat entre Congolais. Nous devons discuter sur comment sera géré après 2028. Est-ce que vous n'avez pas l'impression que là, vous navigiez dans des directions diamétralement opposées, alors que vous pensez justement de l'après 2028? Effectivement. L'opposition estime qu'il faille discuter aujourd'hui de la gestion actuelle du pays, d'autant plus que 2028, on parle 2028, on parle élection. C'est une fausse route, madame Boutela. Comment l'opposition... Quand vous sous-entendez l'après 2028, ce sera... Je vais m'expliquer. Oui, comment expliquer que l'opposition veut qu'on dialogue de la gestion du pays du moment, pendant que celui qui est au pouvoir est dans son temps de mandat? Il est dans sa légalité. Il est en plein mandat et vous voulez qu'on discute de sa gestion. Si vous voulez améliorer quelque chose dans sa gestion, attendez les élections prochaines. Lui, il est dans son mandat et ça ne nécessite pas un dialogue. Mais M. Trésor pour quelqu'un qui est dans la légitimité, dans la légalité, et au cours de son mandat, ça n'a pas de sens. M. Trésor Kalal, il faut qu'on arrive à circonscrire les faits. Okay. Aujourd'hui, puisqu'on parle du dialogue inclusif, la question du dialogue s'invite justement parce qu'il y a une crise. Il y a une crise. C'est là qu'il y a tricherie du côté de l'opposition. S'il vous plaît, madame, la crise sécuritaire n'est pas née d'un Congolais. Ok? C'est une histoire qui nous a été imposée, malgré qu'on utilise certains Congolais. Et les débats pour en mettre fin se passent avec les instigateurs. Ici, chez nous, à l'interne, je ne refuse pas que l'on peut discuter sur des questions politiques, notamment les questions de la Constitution. Les questions sur l'après 2028, comme j'étais en train de le dire. Les questions sur la loi électorale. Ça, ce sont des questions qui peuvent nous intéresser, mais qui n'auront rien à voir avec la fin de l'insécurité. Je vous mets au défi. Je l'ai dit, je crois, dans mon introduction. Qui est ce Congolais avec lequel on va discuter? Et moi, je vais plus loin. Nous discutons et Tshisekedi accepte même de démissionner. Il part. Est-ce que
Kagame va retirer ses troupes sur le sol congolais? C'est ça la question. Parce qu'eux, ils se cachent derrière les dialogues, soi-disant résoudre une certaine crise sécuritaire. Mais là, c'est faux. Lorsque dans toutes les négociations, on évoque la question du dialogue, parce que les négociations se font, les négociations à Washington se font avec Paul Kagame, les négociations à Doha se font avec l'FC-M23, mais au-delà de ça, on exige un dialogue en interne. Voilà. Maintenant, lors de ce dialogue, ça veut dire qu'au-delà des problèmes sécuritaires, il y a une crise interne. Je dis, non, écoutez, si nous devons dialoguer, à mon sens, ça serait pour éviter une crise politique à venir. Je suis très clair. Si nous devons dialoguer maintenant, nous devons mettre de vraies questions sur la table afin d'éviter une crise politique à venir. Je vais finir par là. Moi, en tant qu'analyste politique, avec un œil politique, je vois clairement qu'en 2028, on ne peut pas avoir des élections dans ce pays. C'est impossible. Et tout acteur sérieux, illuminé, comme Trésor Kalala, c'est voir qu'en 2028, ce pays ne peut avoir des élections. Et par conséquent, voilà des vraies questions sur lesquelles les Congolais peuvent s'asseoir et discuter. Vous avez le problème de la Constitution. Vous avez le problème de la loi électorale. Sur ça, nous allons discuter. Mais faire croire aux Congolais que nous voulons dialoguer pour mettre fin à la guerre, on trompe l'opinion. Parce que on a beaucoup insulté Tshisekedi, on a beaucoup critiqué Tshisekedi. Alors, lorsqu'on a envie d'entrer dans les institutions, il faut se cacher derrière le dialogue pour avoir une certaine légitimité populaire. Et c'est ça le petit malin que l'opposition est en train de nous brandir. Donc ici, halte à cette manipulation-là, le dialogue politique à l'interne, nous allons le faire pour discuter des questions politiques. Mais quand à ce qui concerne la crise sécuritaire, ce dialogue n'apportera pas la paix, parce que le problème ici, c'est un problème d'agression, et Tshisekedi négocie cette paix déjà au niveau international. C'est ça qu'il faut retenir. Aujourd'hui, quel est ce problème politique qu'il faille résoudre en interne? Très belle question. Mais je compris, je failli tomber syncope ici en écoutant mon précurseur de l'ECD, disons la Mouka. M. Giresse Sanzala. M. Giresse qui s'embrouillait, qui a contredit ici M. Devos Kitoko, que j'ai suivi sur l'une des chaînes en place. Alors, je pose la question, est-ce qu'ils font quand même les concertations avant de passer dans des grands médias comme celui-ci? Une confusion totale. Excusez-moi l'expression de touibouille. Il est en train de féliciter M. Tshisekedi qui a eu un échange ou bien la reprise, comme vous l'avez, je n'aime pas le terme qu'on avait utilisé, soi-disant civilisé comme si on n'était pas civilisé. Mais après, vous dites qu'il n'y a jamais eu des élections dans ces pays. Quelle aberration! Dans un pays sérieux, vous quittez le plateau, on vous arrête. Parce qu'il y a la Constitution de la République, il y a la loi de la République qui a été respectée. Et rappelez-vous que depuis 2019-18, où il y a eu élection, ce n'est pas M. Tshisekedi qui avait organisé les élections. Et en 2023, le leader de l'ECD, M. Martin Fayulu, il a fui. Il a interdit à tout le monde, que ce soit les pays et les autres, de passer ou bien d'aller déposer leur candidature. J'ai du mal à voir que vous voulez donner des leçons à des choses que vous ne maîtrisez pas. Revenons au dialogue. Une question très importante que vous avez posée. Et vous parlez d'un dialogue inclusif. Le dialogue, d'abord, c'est quoi? Nous dialoguons avec qui? Est-ce que dans la Constitution de 2006, est-ce qu'il y a-t-il un article qui stipule que les Congolais doivent aller au dialogue? Il n'y a aucun article. Je suivais le professeur Bochab hier, excusez-moi, qui parlait que toute constitution n'est pas éternelle. Et une constitution, sa durée de vie est de 17 ans. Et on a déjà dépassé 17 ans. C'est-à-dire que nous avons la vision et l'intérêt de revenir là-dessus. Nous ne parlons pas de la constitution ici, c'était seulement un passage pour rappeler qu'il n'y a aucun article de la constitution de 2006 qui stipule que les Congolais doivent s'asseoir pour parler, faire le dialogue interne. Alors, deuxième problème thématique que la question me posait, est-ce que y a-t-il un problème à l'interne où nous devons s'asseoir autour d'une table aussi longtemps que le chef de l'État a un mandat en cours? Il n'y a pas un problème, une crise politique à l'interne.
je fais l'anamnèse de la situation actuelle. M. Trésor Kalala, qui vous a dit tout à l'heure que la crise que nous avons, c'est une crise sécuritaire. Et plus grave, j'entends les leaders de l'ECD dire que nous n'avons pas une armée. Notre armée est trop faible. Je l'interdis de se lancer là-dessus. Il reverra cette émission. Nous défendons cette république, nous défendons cette armée qui est en train de montrer ses galons. Cette armée qui est en train de faire un travail exceptionnel. N'eût été pour cette armée, vous ne serez pas arrivé ici, vous ne serez pas dormi chez vous et vous réveillez comme ça, voyager, aller un peu partout. Cette armée fait un travail exceptionnel. Quand vous parlez, il y a des points qu'il ne faut jamais toucher, même si vous êtes dans l'opposition. L'armée, même si vous êtes aujourd'hui au pouvoir, vous devez toujours dealer avec cette armée. Parce que vous n'avez jamais fait l'armée. Votre chef n'a jamais fait l'armée, on ne l'a jamais vu même dans un camp d'entraînement. Monsieur Cancon. Par rapport à nous. Excusez-moi, je vais répondre. Monsieur Cancon. C'était important que je lui dise ça. Justement, vous ne devez jamais jeter un discrédit sur une chaîne comme ça. Justement, autour de cette question. Alors, vous voulez créer une psychose autour d'une question qui peut être évaluée. Aujourd'hui, on peut évaluer l'armée. On peut dire que oui, le travail, il est bon, il est excellent. Le travail, il est moyen. Le travail, on peut analyser. C'est dans au regard de fait. L'évaluation de l'armée. Non, au regard de fait, au regard de ce que M. Sanzala a dit, parce qu'on va le dire aujourd'hui, il y a des territoires de la République démocratique du Congo qui ont été occupés, jusqu'à aujourd'hui, on parle de plus d'une année, qui n'ont pas encore été récupérés. Et aujourd'hui, au regard de cette question sécuritaire, si effectivement cela s'imposait, il n'y aurait pas de dialogue. Alors, permettez-moi de vous dire que depuis l'avènement de Félix-Antoine Tshisekedi au pouvoir, l'armée congolaise est montée en puissance. Elle a été bien équipée. Ils sont bien rémunérés. Ils sont dans de bonnes conditions. Ils ont tout ce qu'il faut. Ils ne peuvent même pas envier à ceux qui nous voient de l'autre côté. Quand vous allez dans des camps militaires, par exemple le camp Kokoro, le camp Tchachi, vous trouverez qu'il y a des hôpitaux modernes, avec des appareils sophistiqués. Ce n'est pas un civil, de surcroît, membre de l'opposition, ni nous du gouvernement, qui, sur une grande chaîne comme ça, nous devons évaluer notre armée. Même vous, on n'évalue pas une armée à la télévision. On n'évalue pas une armée dont il y a des points qui sont très importants qu'on ne peut pas toucher. Ça, je vous l'ai dit, et nous devons nous en méfier. Parce que l'armée actuelle, c'est celle qui nous montre, ce qui fait la projection de ce que nous sommes. Vous me désorientez, laissez-moi répondre à votre question. Nous devons faire le dialogue. Dialogue pour traiter de l'armée, dialogue pour traiter comment la gestion des pays, dialogue pour dire non, il rappelait que Félix Tshisekedi, il vous reste combien de temps? Je vous ai dit que je fais l'anamnèse, le problème du Congo, ce n'est pas un problème politique, c'est un problème sécuritaire. Parce que le problème sécuritaire, en faisant cette anamnèse, nous voyons que ce n'est pas M. Nanga, un placebo qu'on a mis aujourd'hui à la tête de ces petits mouvements criminels, terroristes, qui essaient d'attaquer les pays, parce qu'il faut essayer de couper les herbes à partir du pied. Qui attaque la République démocratique du Congo? Je venais de suivre une émission de M. Kagame en 1990, qui dit ceci: nous avons l'obligation de mettre notre chef, dirigeant la République démocratique du Congo, nous avons l'obligation d'avoir un nouveau chef de l'État, nous avons l'obligation de nous approprier, parce que nous, en tant que petit pays, nous avons l'obligation, parce que nous n'avons pas de richesse minière ni culturelle chez nous, on a besoin d'aller puiser ailleurs. Si vous avez besoin de l'émission, je vous l'enverrai. Alors, ici, nous voyons que l'attaque, l'agression de la RDC, ça n'a pas commencé avec tous ces petits messieurs qui se prévalent pour dire que nous sommes de l'armée, nous attaquons la République, et qu'aujourd'hui, nous célébrons une année de tuerie de plus de 5 000 personnes à l'entrée de M23, FCC, FCC à Goma et à Bukavu. Ils ont tué plus de 5 000 personnes. Je fais un peu cette analyse, cette comparaison. On doit s'asseoir autour d'une table comme ça, avec les gens de l'ECD, avec leurs amis, le PPRD, Kabila, qui est devenu, bon, c'est pas même Kabila, parce que le Cour suprême nous a dit qu'il était, son nom intime, c'était M. Kanambe. Leurs alliés, on doit s'asseoir autour d'une table. Nous avons M. Nanga, un Congolais de mauvaise qualité, qui venait de tuer plus de 5 000 personnes. Avec
avec les autres, on s'assoit autour d'une table, nous allons parler des choses qui n'engagent pas la République, c'est-à-dire la crise politique, alors qu'il n'y a pas une crise politique. La crise politique, c'était au moment où nous devons aller aux élections, où M. Faïlou, tout un matin, il s'est dit, non, écoutez, moi je ne veux pas qu'aucun membre de vos partis politiques puisse aller déposer sa candidature, même lui-même, bien qu'il s'est rétracté en dernière minute. Alors, le problème ici, c'est de voir, comprendre d'abord la chose. La thématique, c'est quoi? Le pays est agressé. On va s'asseoir pour discuter quoi? Aussi longtemps que M. Kagame, il dit bien que le problème, ce n'est même pas le M23. Le problème, ce n'est même pas Tshisekedi. Le problème, ce sont des frontières qui sont en train de réclamer. Alors que nous avons un chef qui va partout, qui trouve maintenant la solution à ce problème. Alors, pour essayer de se dédouaner, voilà, nous allons nous asseoir. Ok, Nanga sera peut-être dans mon illusion, dans mon cauchemar. Il devient ministre peut-être des infrastructures. Nous voyons Bissimo, un autre Congolais de mauvaise qualité. Il devait... Non, ce temps-là est révolu. Pour ce qui me concerne, et ce qui concerne mon parti politique, je ne vois pas l'importance de ces dialogues, parce qu'il n'y a pas très longtemps, on a dialogué avec M. Faïlou, on a dialogué avec M. Mouzito, et les autres qui veulent le dialogue, le chef de l'État est toujours là, sa main est tendue, si vous venez pour dialoguer, vous dialoguez. Et le format que les gens demandent, c'est lui qui demande, normalement le chef de l'État a dit, il a été très clair. Le dialogue ne peut pas être résolu ou bien convoqué par les gens d'en dehors du pays. Si le dialogue devait avoir lieu, il y a une condition, il y a une si. Alors, si le dialogue doit être convoqué, nous avons le ministère des Affaires intérieures, c'est le ministre qui est approprié pour convoquer la population, convoquer les Congolais, pour s'asseoir, pour traiter tel ou tel dossier, parce que ça s'est toujours fait. Que d'attendre un nouveau codio, d'attendre les gens comme des petits-enfants, comme un nouveau pays qui vient de naître, voir s'asseoir comme ça, on vous donne de la matière, on vous donne des biscuits, des friandises, et là ça ne va pas arriver. Et ces gens-là viennent avec leurs agendas cachés. Monsieur, bonjour et bienvenue à vous. Autour de cette question du dialogue inclusif, comment définir les choses? Parce qu'on sent ce scepticisme du pouvoir qui estime que si dialogue il y aura, c'est pour former le camp de la patrie, alors que l'opposition estime qu'il y a, l'opposition non armée, estime qu'il y a une crise politique en interne qui part depuis les élections. À cela, il y a l'opposition armée, évidemment, qui estime qu'il faille discuter parce qu'ils occupent une partie de la République démocratique du Congo. Oui, merci madame. Vous savez, si on parle dialogue, c'est simplement parce que l'Est est occupé. Si l'Est ne l'était pas, on ne parlerait pas de dialogue. Les institutions fonctionnent normalement. Les institutions sont en place. Et dialoguer, c'est simplement parce que la situation à l'Est étant une situation hybride, agression et rébellion en même temps, et en tant qu'agression, c'est-à-dire un autre État nous a déclaré la guerre, résolution des Nations Unies a nommément cité le Rwanda, et c'est clairement démontré par A plus B que, même Nanga l'a dit, les Rwandais même l'ont reconnu, que c'est le Rwanda qui finance le M23. Donc il s'agit d'un acte d'agression. Donc nous sommes agressés, nous sommes en guerre. Et chaque guerre se termine par le dialogue. Toutes les guerres du monde, négociation. Que vous soyez en position de force, que vous soyez en position de faiblesse, carte sur table. Celui qui est en position de force exige des éléments à concéder. Celui qui est en position de faiblesse est appelé à céder. C'est comme ça que ça se termine. Alors pourquoi on parlerait des dialogues? Simplement parce que nous n'avons pas actuellement en tant qu'État toutes les cartes en main. Ça fait plus d'une année que Bukavu-Goma occupé, et puis les balais diplomatiques a présenté des résolutions, des recommandations, jusqu'alors en difficulté d'être implémentées. Vous allez voir que les États-Unis d'Amérique, accord Washington, RDC et Rwanda, sous la médiation de Donald Trump, a renvoyé au fait à une négociation en interne. Et vous allez comprendre que les présidents africains étaient là, même le président en exercice de l'Union africaine était là à Washington, simplement pour comprendre que la solution devait être trouvée en interne par les Africains eux-mêmes. Donc il fallait à tout prix dialoguer. Dialoguer pour que l'on puisse sortir de cette situation. Alors, parlons un peu des dialogues. J'ai essayé un peu de réfléchir 50 ans en arrière, l'histoire de notre pays.
Le tout premier grand format de dialogue que nous avons eu, c'est la conférence nationale souveraine. C'est vraiment le format dialogue où toutes les forces vives étaient conviées au Palais du Peuple sous la médiation Monseigneur Monsengo à l'époque. C'était le dialogue avec recommandations parce qu'il y avait une situation de crise. Deuxième crise politique. Crise politique, je l'ai dit, parce qu'il n'y avait pas rébellion en 91. Crise politique. Nous sommes à 99. 8 ans après, nous avons eu l'accord de Lusaka. Là, il y a eu guerre, agression au Rwanda. Les Rwandais devaient rentrer chez eux, Burundi et consorts. Et maintenant, sous la médiation des Nations Unies, il y a eu une résolution en juillet 1999 pour que l'on puisse cesser les faits. Les recommandations de la résolution 2773 sont les mêmes de l'accord de Lusaka, les mêmes. Conteste les armes, poursuite, cessation des hostilités, libération des prisonniers politiques, c'est presque les mêmes. Alors, vous avez maintenant, l'accord de Lusaka avait ouvert la voie vers les dialogues intercongolais. Mouzé décède en 2002, vers la fin, 2002 et début 2003, nous avons eu finalement à Sun City, dialogue intercongolais qui a engendré la constitution actuelle et puis nous avançons. Voilà l'histoire. Et troisième période, c'est en 2013, vous avez eu les concertations nationales, qui n'étaient pas vraiment dialogue à proprement parler. Là, Joseph Kabila qui voulait apaiser au fait les esprits, parce que contesté en 2011, il y a eu fraude pour certains opposants. Il a fait les concertations qui étaient un échec. 3 ans après, il y a eu dialogue à proprement parler ici à Kinshasa. L'Union africaine, on est reçu Edem Kodjo chez nous. Et Edem a échoué. On a eu la Saint-Sylvestre avec Senko qui a permis à ce que nous ayons les élections en 2018. Alors aujourd'hui, on revient sur les dialogues. Pourquoi? Crise politique? Non, mais simplement parce qu'il y a rébellion, parce qu'il y a guerre. Donc il y a rébellion, il y a guerre, donc le format approprié, ce serait le format, si on doit se référer à l'histoire. Exact, si on se réfère à l'histoire, le format approprié, ce serait un dialogue ici à Kinshasa, sous format 2016, parce qu'on ne dira pas qu'il n'y a pas crise politique. Il y en a. Parce que la rébellion, d'abord, je ne parle pas d'agression, la rébellion, ce sont des Congolais qui se disent ne pas être d'accord avec la manière dont le régime en place Mais ces dirige. Congolais sont soutenus en même temps par le Rwanda. Exactement. Ou on parle d'agression, rébellion, agression. C'est toujours comme ça que ça se passe. Quand vous voulez faire la rébellion, vous avez toujours du soutien. En 2001-2000, quand vous aviez Congo en 5 pôles, RCD Goma, RCD KML, MLC qui occupait la partie ouest avec l'Équateur, mais c'était quoi? Mais c'était la rébellion. Ils n'étaient pas seuls, ils étaient soutenus. Azaria Soubir ont été soutenus par les Rwandais. Roger Lumba là, et puis Antipas Boussaniamouis, ils étaient tous soutenus. Et pourtant, c'était des Congolais qui se réclamaient des choses que le président Mosé Laurent Désiré Kabila a refusé et puis les dialogues n'avaient pas pu avoir lieu. Alors finalement, le dialogue a eu lieu pour apaiser les esprits. Maintenant, le problème qu'il y a là, il y a une souffrance lacinante, atroce, pour nos Congolais qui habitent Goma, Bukavu et actuellement aussi Bunagana. Que fait le gouvernement pour essayer de trouver la solution? Parce que vous le savez, même les fonctionnaires de l'autre côté sont coupés dans l'administration, sont un tout petit peu écartés dans l'administration publique parce qu'ils ne sont même pas payés. Et même s'ils sont payés, comment est-ce qu'ils vont s'organiser pour vivre? Il y a une souffrance lacinante et le gouvernement doit agir en toute responsabilité. La solution au problème actuel, c'est le dialogue. Alors, pourquoi le dialogue? Madame, il y a ce qu'on appelle la sagesse politique, la culture politique, qui recommande à ce que lorsque vous êtes agressé, que vous n'avez pas les cartes en main, vous n'êtes pas en position de force, il faut dialoguer. Dialoguer dans le but d'obtenir la paix. C'est ce que nous avons fait en 2003. Sinon, le Congo serait scindé en 5 parties. On aurait eu RCD Goma, RCD KML et les 3 RCD plus MLC qui auraient chacun occupé son camp. Vous allez vous souvenir, Mouzé disait que la guerre sera longue et populaire, appelait même à la population de prendre tout ce qu'ils avaient comme bâton, machette pour combattre les ennemis. Et pourtant, les ennemis étaient aussi des Congolais, non seulement les Rwandais. Ça aurait créé une sorte de guerre civile parce que tous ces rebelles-là avaient des Congolais derrière eux qui revendiquaient certaines choses. Alors aujourd'hui, si on refuse les dialogues, la situation va demeurer telle qu'elle.
Il faut dialoguer, c'est la stratégie politique pour obtenir la paix et en ce moment-là mettre en place une stratégie pour offrir la dissuasion qu'il faut à l'armée en construisant ce que nous appelons les 3 murailles. Nous en avons fait d'ailleurs toute une grande conférence le samedi passé. Muraille militaire, muraille industrielle, muraille scientifico-axiologique. Militaire, qu'on se dote d'une dissuasion militaire, pourquoi ne pas construire ou créer une industrie militaire? Madame, si par exemple il y a dialogue aujourd'hui et qu'il y a intégration des rebelles dans l'organisation de la cité, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez faire, le gouvernement certainement va faire le recensement. Quand on dit recensement, on a l'origine et l'historique. L'origine et l'historique de tous ceux qui vont intégrer le fonctionnement de l'appareil étatique parce que nous n'avons pas de carte à main. En ce moment-là, la stratégie sera mise en place pour essayer de nous offrir la dissuasion qu'il faut et au fur et à mesure qu'on avance, au fil du temps, parce qu'on ne doit pas tomber dans une sorte de constipation intellectuelle, je le dirais comme ça, mais qu'on doit être en mesure de pondre les idées stratégiques pour sortir de cette situation. Sinon, on ne dira pas de dialogue, mais dans l'entretemps, misère lancinante à l'Est, comme si c'était des victimes expiatoires. On doit sacrifier cette population dans une misère qui ne dit pas son nom. Et pourtant, nous avons la possibilité de dialoguer pour essayer de sortir de cette situation. Au cas contraire, nous risquerions de tomber dans l'usure du temps. Quand on tombe dans ça, c'est la population qui en pâtit. Mais justement, monsieur Giresse, si aujourd'hui, on devrait mettre cette question sur la table, puisqu'elle est d'ailleurs sur la table et dans la bouche de plusieurs Congolais, même dans les négociations, dans les discussions, la question du dialogue inclusif. Aujourd'hui, quelles sont ces craintes qui ne permettent pas de créer, d'accepter ce cadre de concertation des discussions? Quelles sont, je n'ai pas compris. Les craintes. Ok. Bon, madame. De part et d'autre, parce qu'évidemment, le pouvoir aussi vous accuse de vouloir. L'opposition interne non armée cherche un repositionnement autour de cette question. Oui, bon, je vais vous répondre. Je voudrais m'adresser à notre frère de Dr Kankonda. Dr Kankonda. En fait, moi, la politique, je la prends au sérieux. Et chaque fois que je passe à la télé, je me dis à la belle famille qui me suit, les amis, mes enseignants, et je suis très au sérieux quand je passe. Et je fais un effort d'être élégant en même temps. Il vous a dit que je m'opposais à mon secrétaire général, mais vous avez noté, il n'a pas dit à quel point moi je me suis opposé à mon secrétaire général. Ça, c'est il a dit que l'article stipule, je lui dis qu'un article ne stipule pas, un article dispose. Je comprends, il est médecin, il ne sait pas son apanage. Un article ne stipule pas, un article dispose. Quand il dit, avant de passer, il faut se renseigner. Bon, on est suivi aux téléspectateurs de nous juger. Celui qui fait ses délibérations, il n'a qu'à assumer. Mais nous sommes responsables de ce que nous disons et ce que nous disons, ça nous engage. Quand je dis il y a crise, j'ai développé ici et les gens qui vont nous suivre, ils vont comprendre quelque chose. Et notre ami qui a dit que est-ce qu'on doit dialoguer effectivement parce que le dialogue va légitimer les institutions alors que la Cour constitutionnelle qui est le juge de la légalité, bon, je comprends, s'il est juriste, il s'est trompé un tout petit peu, mais la Cour constitutionnelle n'a jamais été le juge de la légitimité, c'est le juge de la légalité. Le juge de la légitimité, quand vous lisez en droit constitutionnel, même en droit électoral, c'est la CENI qui est le juge de la légitimité. C'est la CENI qui donne la légitimité. Madame Boutela, c'est vous qui avez gagné les élections. On conteste, vous allez à la Cour constitutionnelle et là, on vous donne raison. Donc, on reconnaît la légalité de manière légale, c'est vous qui avez gagné, on proclame et puis il n'y a pas de débat. Donc, si il n'est pas d'accord, eh bien, il va vérifier. Alors, nous devons dialoguer et il n'y a pas de crise. Ils ont développé des théories qu'il n'y a pas de crise. L'ami qui est venu, il dit qu'il y aura dialogue, on réclame le dialogue tout simplement parce qu'il y a la guerre à l'Est. Mais en développant, il est atterri en disant qu'effectivement, il y a aussi une crise politique. Il a su bien développer. Nous considérons effectivement que si on doit dialoguer, ce n'est pas pour les partages. Rappelez-vous, chers amis, le président Fayoulou l'a vu, le président Tshisekedi. Et je peux vous dire qu'il y a des choses qui ont été des propositions. Mais s'il avait besoin d'intégrer les institutions
En tout cas, soyez rassurés que soit il dirigerait ce gouvernement, soit on aurait les gens dans ce gouvernement. Nous, la gestion du pays, participer, ce n'est pas notre affaire. Nous, c'est le Congo, parce que nous considérons que cette crise nous amène, et risque de nous amener à la balkanisation du pays. S'ils ne considèrent pas cet aspect, c'est le problème. Nous voyons très loin et nous disons que le pays est très en danger et on doit se mettre ensemble. La question des partages, s'ils ont peur, vous parlez de la crainte, s'ils ont peur et qu'après ils ont partagé les responsabilités, nous ne sommes pas là. Nous avons dit, le président Martin l'a rappelé plusieurs fois, l'ordre constitutionnel doit être respecté. Quand on dit l'ordre constitutionnel doit être respecté, ça suffit, le dialogue ne doit pas nous amener à des chemins extra-constitutionnels. Ça suffit, Tshisekedi doit rester président, s'il a son premier ministre, il doit rester, les institutions au Sénat, ainsi de suite. Nous allons discuter sur des questions qui mettent la République à danger. Il a dit ici, l'ami Monsieur Olivier, il y a des gens qui dorment sans l'espoir de se réveiller demain matin, parce qu'on tue à l'Est. Mais, mes chers amis, nous avons une armée très forte, comme il a voulu, on ne critique pas. Je n'ai pas critiqué l'armée, j'ai dit notre armée, elle est faible, nous les savons et c'est un secret de polichinelle. On doit travailler pour relever l'armée. Mais je dois vous dire une chose, chers amis, en 7 ans de gestion, on ne peut pas dire qu'on n'a pas, l'armée ne peut pas être faible. Moi, je pensais, Madame Boutela, moi, la chanson de l'armée est infiltrée, l'armée est faible, ça a été chanté plusieurs fois l'UDPS. Moi, j'étais l'assistant des comptes de Ville à Kikanda. Et on participait des réunions vers 10e rue avec le président Tshisekedi et même Félix. Je participais dans ces réunions où je voyais comment le président Félix développait des théories concernant l'organisation de l'armée. Mais malheureusement, accéder au pouvoir, eh bien, tout cela, ce sont des paroles vaines. Donc, là, nous avons un problème. Si nous avons une armée qui est forte, comme il a dit, l'armée est montée en puissance. Maintenant, mais ça fait combien de temps nos territoires sont occupés? Si un Congolais, en tout cas, illuminé, comme a dit cher frère, il sait néanmoins, il sait comprendre qu'on ne met pas en avant plein de militaires. Le président est beaucoup plus sur l'axe diplomatique. Mais l'axe militaire, en tout cas, on en parle de moins en moins. Tout simplement parce que nous avons des problèmes au niveau de l'armée. Mais pourquoi on ne veut pas qu'on en parle? On peut en parler et discuter, et faire en sorte que dans quelques années ou dans quelques mois, que nous ayons une armée dissuasive. C'est ça les questions que nous voulons. Ce n'est pas que nous, on veut discuter pour qu'il y ait partage de pouvoir, qu'il y ait, je ne sais pas pourquoi. Non, non, nous ne sommes pas dans ce schéma. Nous considérons qu'il y a crise, parce que je reviens maintenant aux élections. Moi, je n'ai pas dit, monsieur Kankondeke, il n'a jamais eu d'élection. Je l'ai dit, qu'il y a eu des élections, mais les gens qui gagnent ne sont jamais proclamés. Je l'ai dit, mais dans aucun pays au monde où nous avons un président de la CENI qui devient rebelle. Mais ça se fait où? Nanga, qui a proclamé Tshisekedi comme président, et quelques années après, il devient rebelle. Il dit, j'ai échangé avec lui, c'est un monsieur sérieux. Il insulte le président de la République sur des plateaux de télévision. Vous les traitez, les Congolais, de mauvaise qualité. Oui, ça vous engage. Mais ça se fait où? Un président de la CENI qui est supposé être de la société civile, mais il devient un opposant à vent debout au président. Tout ça, nous disons que la crise, elle est multiforme, j'assume. Parce qu'au niveau de l'extérieur, l'ami a dit, ça ne sert à rien parce que le président a vu tous les décideurs, les gens, les responsables des multinationales, c'est pas... mais attendez, cher ami, vous voulez discuter avec l'extérieur alors qu'en interne, il y a des problèmes. Il y a des problèmes en interne. Les problèmes en interne parce qu'il y a la mauvaise gouvernance, il y a la cohésion qui n'est pas consolidée, il y a l'impunité, il y a la corruption. C'est vrai, à l'époque de Kabila, on détournait. J'étais très fier de voir le président Tshisekedi donner beaucoup plus de moyens de l'impulsion à l'IGF. Mais maintenant que l'IGF a été vraiment bien occupé, il travaille dans des conditions assez acceptables, mais on a vu que les gens ne détournent pas des 1000, 5000, 2 millions, des 50 millions. Ce sont des millions qu'on détourne. Toutes ces sommes pouvaient servir à autre chose, mais on détourne. Pourquoi on détourne? Et ceux qui détournent ne sont pas sanctionnés. Ils font semblant d'aller à des simulacres de procès, semblant en prison. Quelques mois après, ils sont libérés. Mais bien, madame, les gens qui nous dirigent à un moment donné doivent avoir honte quand ils passent devant, sur des plateaux de télévision en train de développer des choses qui, noir et blanc, ne sont pas acceptables. Donc, moi, madame, je vais terminer en disant qu'il n'y a pas, nous au niveau de l'ECD, on ne craint rien du tout. Donc,
on peut se dire ceci, madame, bon, on ne discute pas, on ne dialogue pas, ok, on reste, M. Tshisekedi finir son mandat, et en 2028, il y aura élection. Déjà, il est en train de dire qu'en 2028, il n'y aura pas élection. Alors, monsieur, déjà en 2028. Monsieur Kalala, puisqu'il n'y a pas crise interne, monsieur, pourquoi ne pas carrément faire fi de cette question et attendre 2028? Faire fi de quelle question? De cette question du dialogue inclusif. Oui. C'est une question très pertinente. Je vais répondre. D'autant plus qu'on a une armée forte. Eh bien, le président est dans son mandat constitutionnel. Pourquoi ne pas carrément attendre 2028 ça? C'est aussi une option, mais il y aura un bémol que je vais développer à la fin de mon argumentaire. Ici, sur ce plateau, aujourd'hui, je suis vraiment... je ne veux pas être déçu, mais étonné quand même de l'argumentaire d'Olivier, qui a toujours été pertinent, mais aujourd'hui je suis quand même... Parce qu'il n'a pas rencontré votre... Non, je suis vraiment perdu. Plusieurs fois, il ne m'a pas rencontré, mais ça a toujours eu un niveau. Mais aujourd'hui, je suis déçu. Je prends deux aspects de son argumentaire. Ici, il dit, nous devons impérativement dialoguer pour mettre fin à cette crise qui est sécuritaire. Nous devons impérativement dialoguer. Ici, je pose la question. Nous devons dialoguer avec qui? C'est la première des questions. Et la deuxième des questions, c'est sous quel format? C'est là qu'il y a un sérieux problème. Je réponds à ma première question. Nous devons dialoguer avec qui? Ici, on nous met autour de la table. Monsieur Trésor Kalala, aujourd'hui, ok. Soyons pragmatiques. Vous parlez de la crise sécuritaire. Lorsqu'on parle de la crise sécuritaire, on dit l'agression de la RDC par le Rwanda via l'AFC M23. Donc, si discussion devrait y avoir, c'est qu'en interne ici, les Congolais, c'est l'AFC M23 qui est soutenu par le Rwanda. Puisque déjà au niveau de Washington, on discute avec Paul Kagame. Ça veut dire qu'au niveau interne, on doit discuter avec l'AFC M23. Donc, la discussion aujourd'hui, s'il devrait y avoir discussion sur le plan sécuritaire, donc, le gouvernement devra discuter avec l'AFC M23. Vous êtes en train déjà d'entrer dans une partie de mon argumentaire. Donc, je devais chuter effectivement par là. Donc, je réponds. Nous devons dialoguer avec qui? C'est là que je vous rejoins. Ici, à Washington, nous discutons avec le Rwanda, n'est-ce pas? Le pays agresseur. Mais à Doha, nous sommes avec les M23, n'est-ce pas? La délégation congolaise et la délégation du M23 sont à Doha. Ils discutent de cette question. Mais vous voulez qu'on discute avec eux combien de fois? C'est là que je reviens à la question maintenant du format. Donc nous discutons avec eux à Doha, parce que nous sommes avec eux à Doha. Nous discutons avec eux là-bas, où le Rwanda est en garantie d'ailleurs. Ok, on finit avec eux à Doha, on revient encore avec eux ici. C'est là que j'ai dit quelque part, l'opposition ne sait pas ce qu'elle cherche. Si ce n'est chercher à tout prix un dialogue pour intégrer les institutions. Parce que les M23, dans leur plaidoyer, ils ont un bouclier pour justifier leur entrée dans les institutions. Il faut que les M23 soient là. Il faut que les M23 soient là. Mais les M23 sont avec le gouvernement à Doha. Ici, c'est comme ça que je dis, si nous devons discuter sur des questions politiques à l'interne, notamment des questions qui touchent à l'après 2028, à la Constitution, à la loi électorale, ça nous allons discuter. Mais quand en ce qui concerne les discussions sur le plan sécuritaire avec les rebelles, nous sommes avec eux à Doha. Là, c'est clair, ça doit être retenu pour dire. Donc, et d'ajouter. On devra rester dans cette situation en attendant que Doha aboutisse. L'occupation de Goma, Bukavu, jusqu'à ce que Doha aboutisse. Madame, nous sommes dans un processus, s'il vous plaît. Nous sommes dans un processus qui avance d'ailleurs. Nous sommes dans un processus, il suffit de suivre les langages des décideurs du monde. Nous sommes dans un processus qui évolue. Donc ici, Doha et République démocratique du Congo, en fait, le rebelle et l'État congolais discutent à Doha. Je ne sais pas pourquoi les autres opposants ici veulent les ramener encore autour de la table. Ça n'a pas de sens. C'est là que je m'en vais déjà pénétrer le format. Nos opposants veulent faire la passe au Rwanda avec leur format d'inviter encore les M23 autour d'une table. Là, ça serait encore renouveler le personnel rwandais dans les institutions congolaises. On vous parle de Sun City. L'issue, c'était quoi? N'est-ce pas que c'est là qu'on a eu une bonne partie de l'armée rwandaise déversée dans l'armée congolaise?
les renseignements rwandais, insérer les renseignements congolais, l'administration, le gouvernement, le parlement, toutes les institutions. Les éléments rwandais ont assiégé pratiquement toutes les institutions. On veut encore nous retourner à cette case de départ. C'est que nous ne voulons pas. Le rebelle, pour ce qui concerne des questions de sécurité, nous discutons avec eux à Doha. Ici, à l'interne, moi, je ne refuse pas les débats. Je ne refuse pas un dialogue. Nous allons dialoguer pour des questions purement politiques qui n'ont rien à voir avec la sécurité parce que nous sommes en train de résoudre cela au niveau de Washington, au niveau de Doha. On ne discutera pas 2 fois avec les rebelles. Alors aujourd'hui, justement, non, on est en train de jouer aussi avec le temps. Oui, mais je vais chuter on est en train pour de jouer avec le temps. Directement à votre question. Vous dites pourquoi ne pas seulement abandonner cette question de quoi? Puisque c'est long, il n'y a pas de crise politique. Et puis nous allons directement en 2028. Puisque d'après vous, il n'y a pas de crise politique. Pourquoi Moi, je dis, effectivement, nous pouvons arrêter ce débat de dialogue et attendre 2028. Mais moi, ma crainte, en tant que politique, en tant qu'averti, je me dis, pour éviter cette fois-là une crise politique qui peut subvenir après 2028, anticipons et commençons à organiser un dialogue d'ici peut-être l'année prochaine pour parler de quoi? Le début de l'année 2028. Pour parler de quoi effectivement? Pour parler de la gestion de l'après 2028. La gestion de l'après 2028 ne va vous concerner que lorsque vous serez réélu ou encore vous aurez un autre candidat parce que le président de la République est dans son 2e et dernier mandat. Ça veut dire que soit vous aurez un dauphin pour conserver le pouvoir. S'il vous plaît. Alors, comment voulez-vous discuter de l'après-vous pendant que vous êtes encore là? Je peux m'expliquer une minute, s'il vous plaît? Pourquoi nous devons discuter de l'après 2028? Parce que, premièrement, moi, je ne vois pas les élections en 2028. Et tout politique avéré, qui a un œil politique avec précision, il sait voir et lire qu'en 2028, il n'y aura pas d'élection. Et par conséquent, pour éviter que les pays puissent sombrer maintenant dans une crise et politique et sécuritaire, nous pouvons maintenant dialoguer. Il n'y aura pas d'élection, pourquoi? Mais parce que déjà, vous voyez qu'il n'y a pas de moyens. Vous voyez qu'il y a beaucoup de Monsieur Kankonda, Monsieur Trésor Kalala, Monsieur et d'ajouter, il y a une bonne partie de notre pays qui est sous occupation. Troisièmement, j'ai fini par là. Monsieur Tshisekedi, s'il vous plaît. Monsieur Tshisekedi n'a pas géré la totalité de son mandat. Monsieur Kankonda, est-ce que donc pour toutes ces questions, on doit discuter et se faire des concessions. Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu? Est-ce que ce n'est pas du déjà entendu cela? On n'a pas vécu ça ici en République démocratique du Congo. Kabila doit un 3e mandat. Kabila n'a pas encore bien géré. L'autre partie était en occupation. C'est vraiment différent. Est-ce que nous n'allons pas vers cela finalement? Je crois que le propos de tout un chacun langage. Mais avant de répondre à ça, j'ai été cité nommément par notre ami de l'ECD, qui nous a cité son ami Bonaventure Comte de Ville Kikanda, qui est décédé de feu à 80 ans, et qui aurait fait la politique avec notre ami, alors que lui passe à la télévision pour que sa belle famille et ses frères puissent voir qu'il est passé à une grande chaîne. Ce n'est pas du tic-au-tac, M. Kankonda. Ce n'est pas du tic-au-tac. Là, vous m'émuselez. Répondez Madame justement, Boutela, parce qu'on tient compte du temps. Si vous devez répondre à ce que lui, il a dit, qui vous a lésé... Et là, je n'accepte pas on n'est pas... On n'est pas... Non, on n'est pas dans les sentiments. Vous avez dit, il a répliqué. J'ai la liberté. Vous n'êtes pas là pour... soudoyer qui que ce soit, parce que quand il l'a fait officiellement et vous l'avez laissé parler. Je tiens compte de votre temps. S'il vous plaît. Si vous voulez le dire, alors vous aurez justement dans votre temps de parole. C'est pas un problème. Heureusement, c'est ce que je suis en train de faire. J'ai mon chrono, je regarde le chrono de tout le monde. Moi, c'est moi qui je ne veux pas la télé déjà 17 pour que ma belle famille puisse me regarder pour tout ce que je suis en train de parler. Et quand il y a un psittacisme qui se répète, on se pose la question de... Éclairez-nous, un psittacisme, c'était mon français, désolé. Qui veut dire Monsieur de Vos-Kitoko, je vous ai suivi. J'ai une contradiction de votre monsieur que vous avez envoyé, en qui j'ai beaucoup de respect, par rapport à vos déclarations sur vos solons politique et ce qu'il est en train de dire ici. On ne vient pas faire les yeux doux
on fait la politique. Alors quand on fait la politique, on s'y engage. On ne fait pas un cadeau à la belle famille. Ici, aucun article de la Constitution ne stipule que nous devons, quand il y a une crise, faire le recours au dialogue. Que ce soit l'article 5, tout pouvoir émane du peuple. Nous avons les députés nationaux et provinciaux qui nous représentent. D'ailleurs, s'il y a un problème, j'aurais bien voulu que l'Assemblée nationale puisse s'occuper de ces problèmes de dialogue parce que nous sommes représentatifs de ces hémicycles que nous avons tant chéris, ou les autres qui n'ont pas voulu y entrer. Je pense que c'est l'Assemblée nationale, le bon cadre nécessaire pour rassembler la population congolaise. J'ai entendu ici que voilà, nous devons nous réunir parce que nous devons parler du problème du tribalisme, le problème de gens qui n'habitent pas. Alors, je me rappelle qu'en 2018, il y a eu un problème du tribalisme où M. Fayoulou aurait appelé la population, où il y a eu beaucoup de morts du côté Congo, côté Bando de suite. Alors, quand nous allons parler de ça, alors que les institutions de la République, alors que la justice congolaise est sur place pour faire son boulot, et quelqu'un vient ici nous dit, bon voilà, nous devons nous réunir pour parler du tribalisme, pour parler de nos frères, comme j'ai entendu les représentants du FC, le trésor Kalala. Non, je n'ai pas fini, excusez-moi. Je suis en train... Non, pas Kalala. Je dis, comme j'ai entendu, mais c'est Cholet, l'un des communicateurs du M23 ici. Selon vous? Je dis bien. Il est le représentant, le porte-parole, le communicateur du M24. Selon vous? Disant qu'il y a les Bassoïlis qui sont tués ici. Ce n'est pas de ça que nous allons parler dans les dialogues. Vous devez savoir ceci. Le chef de l'État l'a dit, pour ceux qui le suivent. Il dit que le dialogue va se faire, si le dialogue doit se faire, il a mis le si, je répète ça. C'est au conditionnel. Il y a un cadre approprié. C'est le cadre juridique que la République offre. Ici, nous ne parlons pas de vérité des urnes. Ça, c'est du passé. Quand je vois M. Fayoulou, lancer un message, m'a dit que je salue en passant, dire que je vais rencontrer mon frère. Alors que quelques années plus tard, très tôt, il avait dit qu'il s'aimait, était souillé de sang, c'était un placebo. Quand il a demandé d'être reçu, vous avez vu qu'il y a eu un chef de l'État en fonction dans son bureau présidentiel qui attend son hôte qu'il a reçu. Et quand le chef de l'État est entré juste pour l'illustration, tout le monde s'est mis debout. Ici, on ne va pas parler de ça. Il n'y aura pas, parce que nous a dit ici, il n'y a jamais eu des élections. Mais quand il n'y a pas eu des élections, nous avons un chef de l'État qui le reconnaît d'une autre manière que... Monsieur, calmez-vous. Non, c'est du français. Il n'y a jamais eu d'élection, pas des élections. C'est du français, on est suivi. Alors, on est en train de chuter M. Konkone. Vous voulez que votre belle famille... Mais M. Konkone reste dans votre temps de parole. Alors, ce n'était qu'un nous revenons ici. Non, c'est désagréable. Vous êtes trop sur les mots. Et entre parenthèses, le psittacisme. Je dis qu'il fait toujours le psittacisme. Et ce qui veut dire une répétition mécanique comme un perroquet. Voilà la définition. Heureusement que vous l'avez cherché. Ici, nous sommes dans un cadre où nous allons trouver des solutions. Tout le monde qui a parlé ici, personne n'a parlé de l'anamnèse de la chose. Le problème, c'est quoi? Qui attaque le Congo? Pourquoi devrions-nous nous réunir ici, parler avec Martin Fayoulou, par exemple, je le prends en illustration, qui est l'opposition non armée, et que nous devons nous asseoir avec des gens qui ont tué, qui ont créé la désolation. D'où aujourd'hui, on doit prendre les gens que la justice devait suivre. Il y en a qui ont fui le pays, il y en a qui sont à l'extérieur du pays, il y en a qui sont allés voir des lobbies internationaux pour essayer d'attaquer la République. Est-ce que c'est nécessaire que, aujourd'hui, ce qui se passe en Ukraine, avec la Russie, vous voyez un clergé russe venir en Ukraine, ou bien de vice-versa, ça ne se fait pas de cette façon. J'ai entendu ici que toute la guerre se termine avec les dialogues. Faux. Parce que si c'était les dialogues ou bien des négociations, ce qui se passe en Russie et en Ukraine serait déjà. Alors ici, nous avons un problème que l'armée doit d'abord montrer ses muscles. Je répète encore, nous avons une armée qui est en train de monter en puissance. Il n'y a que l'opposition qui ne voit pas ça. On ne peut pas s'opposer même à des faits qui sont réels de ce que nous voyons. Ce M. Nanga avait dit, le 30 juin, il sera à Kinshasa. Il n'est jamais arrivé ici. Et aujourd'hui, grâce aux négociations, grâce à tous ces lobbies, on leur dit, vous devez sortir
du Congo, ils sont en train de partir. Aujourd'hui, il y a un avion de MONUSCO qui est arrivé. De l'autre côté, ce n'est pas une négociation. Ça, c'est un mot d'ordre qu'on leur a donné. L'avion de MONUSCO doit arriver. Vous devez libérer l'aéroport de Goma et que les gens doivent vaguer normalement à leurs occupations. Tout ça sous l'égide du gouvernement de la République. Et de deux. Rappelez-vous ici que M. Kagame a fait la déclaration. C'est ça que les gens ne veulent pas parler. Quand M. Kagame dit que l'aéroport de Goma fait partie de ses stratégies, et que Félix Antoine, par rapport à sa diplomatie, avec Mme Thérèse Kaikwamba, arrive à ce que ces gens puissent quitter Ouvira, rentrer chez eux, et là, on les a donné quelques temps pour rentrer chez eux. Moi, je me dis, nous sommes sur la bonne base. Alors, pour ceux qui pensent que pour que la République puisse marcher, on a déjà eu plus de 54 dialogues dans ce pays, aucun dialogue n'a permis à ce qu'il y ait le développement du pays. Aucun dialogue n'a permis à ce que le pays, on puisse construire les avenues. Est-ce qu'on est encore dans la question du développement ou dans la question de la paix? Je dis ceci, c'est pourquoi... Est-ce qu'il n'y a pas eu de dialogue qui ont ramené la paix? C'est pourquoi nous parlons que le problème que nous avons aujourd'hui, c'est un problème sécuritaire. Alors, ce n'est pas un problème politique. Monsieur, alors, quand il s'agit d'un problème sécuritaire, nous devons d'abord faire la part des choses, savoir qui attaque, d'où vient le problème, et puis pouvoir juguler cette crise-là. Et nous savons tous que c'est le Rwanda, c'est l'Ouganda, ce sont les précurseurs qui attaquent la République. Alors, de l'autre côté, si nous voulons la paix, nous devons préparer la guerre. C'est tout ce que moi je demande. À ce que notre gouvernement, au lieu de se distraire dans des histoires de dialogue et ainsi de suite, parce qu'on a vu qu'on a déjà dialogué avec tout le monde, ça n'a jamais aidé depuis Sun City. Je dis, depuis que la République est République, nous avons plus de 54 dialogues, ça n'a jamais aidé la République. Acheter de nouveaux avions, ça n'a jamais aidé à ce qu'on puisse construire la République, on puisse construire des aéroports, des universités. Il n'y a que la volonté politique, il n'y a que le chef qui est là, qui a la volonté, qui aime son pays, qui va permettre à ce que... Est-ce que ça, ce n'est pas une fausse route, penser que le dialogue viendra acheter les avions, viendra créer le développement? Le dialogue, n'est-ce pas? Non, c'est ça que je pense. N'est-ce pas, c'est pour résoudre une crise temporaire. Ça veut dire qu'il y a une crise pendant un temps et qu'il faille résoudre cette crise, qu'on va dialoguer et après le dialogue, le développement et le reste, c'est dans la gestion, du gouvernement. Aujourd'hui, si on doit poser cette question, le dialogue ne va résoudre aucun problème sécuritaire. Le dialogue ne va résoudre aucun problème du développement. Monsieur Sambaï, ce n'est même pas le but, s'il vous plaît. Monsieur Sambaï, c'est que les gens veulent de haute toit de là que je m'y mette. Vous allez avoir votre temps d'antenne. Il est déjà dans son... C'est vous qui êtes dans son temps de parole. Dès là que je me mette, ça ne va rien aider. Sa théologie, sa philosophie est tout à fait bonne. Monsieur. Mais ça, c'est dans les temps où tout marche bien. Mais monsieur... Comme Héraclite d'Éphèse l'a dit, tout coule, tout marche. Rien ne s'arrête. Mais dans ce qu'il lui dit, avec la situation actuelle, ça ne marche pas, ça ne colle pas. Monsieur Sambaï, justement, puisqu'on parle de la question de dialogue, aujourd'hui, d'aucuns estiment qu'il ne faut pas y avoir... Le dialogue pour résoudre la crise, c'est un non-sens. Il faille aujourd'hui plutôt créer le camp de la patrie et penser comment on va défendre la République démocratique du Congo. Face à je dirais, à ces deux cadres opposés, comment trouver justement la solution pour décanter la situation en République démocratique du Congo? Bon, madame, dommage, on n'a plus assez de temps. En une minute, je dirais ceci. Il faut dialoguer. Doha, c'est M23 et le gouvernement. Je ne sais pas s'il s'agit de quoi. Il s'agit de négociations, il s'agit de dialogues. Le dialogue est en cours. Alors, l'autre format du dialogue consisterait à réunir toutes les forces vives. Parce que, autant mieux faire d'une pierre deux coups que de multiplier des négociations. Parce que vous le vouliez ou non, il y aura dialogue. Je reprends encore, c'est un impératif. Actuellement, par rapport à la situation actuelle. 2023 vers la fin, 2024, il a été annoncé par le chef de l'État qu'il faut réviser la Constitution. Il faut changer des constitutions. C'était même le terme. Changer peut-être la République. Ça ne se ferait pas par une volonté individuelle. Avec les institutions en place, il faudra que toutes les forces vives puissent intégrer les négociations pour que l'on puisse aboutir à un consensus. Alors, ce qu'il faut noter, c'est mon temps d'antenne. Voilà.
c'est désagréable, ce sont vos mots. Alors, ce qu'il faut noter, c'est qu'il faut dialoguer avec les forces vives de la nation. Il faut noter que chaque guerre, chaque situation d'agression, de rébellion se termine par les dialogues. M. Kakonde dit que le dialogue n'a jamais terminé la guerre, mais en Sam Titi, ça a terminé la guerre. De quelle manière? Antipas Moussa Diamou et les autres, ils ont intégré le gouvernement et les armes étaient tues. Nous sommes restés pendant 10 ans sans guerre, sans crépitement de balles à l'Est. Donc vous comprenez que le dialogue, c'est un moyen pour amener la calmie, pour permettre à la population de mener la meilleure des vies possible. Grand merci à vous, monsieur Olivier Sambaï. Grand merci également. Mais on n'a pas conclu. Une minute pour conclure. Il n'y a plus de temps. En 2009, il y a eu un CNDP, mon cher ami. Donc il ne faudrait pas dire qu'après ça. Monsieur Giresse, on a eu la paix durant plus de grand merci à vous. C'est pas vrai. Monsieur Trésor Kalala. On a fait ce que les Rwandais puissent assiéger toutes nos institutions. Je vous dis grand merci, monsieur Nkankonda, docteur Kankonda. Grand merci à vous et les téléspectateurs. Aujourd'hui, monsieur Samba, il a dit, dialoguer demeure un impératif. Dialoguer, oui, ça c'est monsieur Samba qui l'a dit. Eh bien, d'aucuns estiment que le dialogue est un non-sens. Oui, aujourd'hui, on va voir ce que nous réserve l'avenir. Parce que, justement, la République démocratique du Congo a besoin de cette paix, une paix qui devra permettre aux Congolais. Je suis dans mon temps d'antenne et je suis en train de distribuer la parole et je n'ai pas vous donné la parole. Et par élégance, je suis la seule dame dans ce plateau. Élégance, cher monsieur. Et moi, le téléspectateur, c'est un réel plaisir. On va se retrouver la semaine prochaine à la même heure, sur la même chaîne. Portez-vous bien.